En 1964, Sergio Leone a tourné pour une poignée de dollars en 1966 et il a fini de filmer la trilogie des 3 westerns spaghetti qui ont lancé le genre d'ailleurs en 1968 avec Le Bon, la Brute et le Truand. Aujourd'hui, je vais parler de Pour une poignée de dollars parce que c'est un des premiers et qu'il lance effectivement le genre également. Le personnage principal est tenu par Clint Eastwood, bien sûr, avec son regard bleu, et le personnage secondaire est Gian Maria Volonté, qui avait pris un nom américain, puisqu'il était de bon ton de tourner des westerns en américain. J'ai vu la version en français parce que il n'y avait pas de version originale de ces western spaghetti. Ils étaient tantôt tournés, doublés, ils étaient toujours doublés de toute façon, et ils étaient tantôt doublés en américain, tantôt en français, tantôt en italien, surtout en italien et en américain d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé revoir ce film parce qu'il y a un véritable art du cinéma. L'histoire est celle d'un justicier qui arrive, en fait n'est pas justicier au départ, semble-t-il, et qui arrive dans une ville qui est aux mains de 2 familles. Alors une famille est celle du shérif, c'est une famille qui s'appelle Baxter, donc il y a de fortes chances pour penser qu'elle est installée par des Nord-Américains. Et l'autre famille, ça se passe dans le sud, près de la frontière mexicaine. Et l'autre famille est plus colorée, disons, et elle est représentée par Gian Maria Volonté. Le personnage principal, Clisno, n'a pas de nom, et il n'a pas de nom du début jusqu'à la fin du film. C'est d'ailleurs, et ça ajoute à son mystère bien sûr et à son aura, il gagne absolument sur tout, dans les situations les plus tourmentées et au moment où il y a un véritable passage à tabac, où il est sur le point de mourir, il renaît bien sûr de ses cendres. Le film m'a beaucoup plu parce que ce personnage passe de l'une à l'autre des familles, passe de l'un à l'autre des clans, avec comme présupposé l'argent, bien sûr, et finalement il finit par arbitrer le conflit entre les 2 familles et il finit par sortir vainqueur, bien sûr, de l'histoire, et il part en solitaire. Alors c'est vraiment un des éléments récurrents dans les western spaghetti de Sergio Leone, d'avoir un personnage solitaire comme ça qui peut désabuser. Il y a en arrière-plan le phénomène du héros parce qu'il sauve une très belle femme qui est prise en otage pratiquement et séquestrée, bien sûr, il en fait sa maîtresse par le personnage de Gian Maria Volonté, qui est en fait un personnage sans scrupules aucun et qui détient l'endroit où se trouvent toutes les armes dans la ville. Et ce personnage de femme ne peut pas rejoindre sa famille, elle est quasiment enlevée et séquestrée donc, par le bandit, et il la sauve de cette emprise en la rendant à sa famille et en la libérant. C'est un film moraliste au fond, mais qui est filmé d'une manière très spectaculaire. L'épure de la mise en scène est déjà là, la virilité des personnages qui évacuent absolument toutes sortes de mièvreries, même quand il y a des scènes sentimentales, et ça donne un film qui est choral parce qu'il y a des personnages à l'intérieur qui ressemblent à ce qu'on peut trouver dans les tragédies grecques, un peu manichéen quand même, mais disons que c'est vraiment atypique. Je comprends
comprend que ça ait eu un tel succès populaire et que ça ait même maintenant un succès cinéphile. C'était une véritable redécouverte et avec le même plaisir qu'avant. Voilà. Le bon, la brute et le truand, c'est il buono, il bello, il cattivo, il buono, il brutto e il cattivo, a été tourné en 68. C'est le dernier de la série que Sergio Leone a tourné sur le dollar. Alors effectivement, je suis encore sous le choc parce que nous l'avons vu au cinéma Jacques Tati dans sa version la plus longue restaurée à Bologne et l'universitaire qui nous a présenté le film nous a bien expliqué que lui n'avait pas préféré celui-là au début à sa sortie, mais que le fait qu'il soit restauré et dans sa version longue, qui dure 3 heures d'ailleurs, eh bien ça l'avait réconcilié avec ce film et qu'il avait trouvé que finalement c'était un des meilleurs. Effectivement, je suis assez près de son avis parce que la version longue donne énormément d'ampleur à ce film et je dirais même qu'on a l'impression, la musique aidant et la mise en scène aidant, on a presque l'impression de se trouver devant un opéra et un opéra filmé. Et c'est une merveille. C'est l'histoire, alors cette fois-ci, c'est l'histoire de 3 déserteurs. Sur le fond, il y a la guerre de sécession qui a eu lieu dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et donc il y a aussi des scènes à l'intérieur du film qui sont des scènes de mise en scène de guerre où l'on voit des groupes, dans la meilleure tradition des péplums d'ailleurs, où l'on voit des groupes se déplacer comme ça dans un champ très large. C'est extrêmement bien conduit, c'est extrêmement bien filmé, la musique est très très porteuse et elle est devenue célèbre depuis des décennies. Alors c'est l'histoire donc de 3 personnages qui courent après un trésor de guerre qui se trouve quelque part, mais ils ont chacun un indice pour retrouver ce trésor. Donc ils ne peuvent pas aller à la recherche de cet argent s'ils ne sont pas en cohésion l'un avec l'autre, s'ils se suppriment les uns les autres. Le fait est qu'ils se méfient continuellement les uns des autres. Ça donne des scènes qui des fois sont presque cocasses, où les répliques sont cinglantes, elles sont parfois même drôles. Il y a de la dérision de l'autodérision et de la dérision dans les personnages. Il s'agit de 3 personnages célèbres, Gian Maria Dupuy. Gian Maria Volonté n'est pas dans ce film, mais il y a toujours Clint Eastwood qui représente le groupe. Il n'a pas de nom non plus. Et ça va donner lieu donc plus tard, dans les années 70, au film qui s'intitule Nom et personne, qui cette fois-ci reprend le genre du western spaghetti sous forme comique. Effectivement, il n'a pas de nom. Et on peut dire également que là où se trouve caché le trésor, il n'y a pas de nom non plus. Donc il y a un thème chez Sergio Leone qui m'a beaucoup interpellée, qui est le thème de l'identité et du fait que les gens sont incarnés par un caractère ou même par simplement un phénomène comme la justice. Donc ils sont à la recherche de ce trésor et le mot trésor n'est pas adapté d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'un espèce de magot. Et finalement, le final est assez époustouflant. C'est vraiment un des meilleurs qu'il ait tourné, Sergio Leone, parce que la fin, les 3 personnages se retrouvent dans une... Ce n'est même pas une arène, c'est une arène. C'est un cirque rond, comme un cirque antique, et les gradins sont représentés par les croix du cimetière. Et ce n'est plus un duel à 2, comme les précédents films nous le présentaient, c'est un duel à 3.
Et c'est absolument étonnant. Bien entendu, le premier qui tombe, je ne le dévoilerai pas tout parce que ça ne me fait pas le cœur, mais le premier qui tombe, tombe dans une tombe. Le deuxième tombe, ou plus ou moins est éliminé parce que son pistolet n'était pas chargé. Et le troisième qui s'en sort, je crois qu'on peut le deviner, il part dans la campagne en se retournant pour sauver la mise quand même du personnage qui est joué par Eli Wallach et dont je trouve qu'il fait un numéro étonnant. À côté de Clint Eastwood, qui est toujours ce personnage mythique de la personne, du héros par excellence, il y a Lee Van Cleef qui est absolument époustouflant. Je n'ai pas de mots, il faudra que je révise mon vocabulaire parce que je n'arrive pas à trouver les mots, j'ai dit toujours les mêmes, mais ça correspond vraiment à ce que j'ai ressenti. Et je trouve qu'Eli Wallach, dans le rôle du truand, fait un numéro extraordinaire et que, par moment, étant donné que j'ai déjà vu Clint Eastwood dans d'autres western spaghetti et qu'il a un peu toujours le même visage, la même façon de faire, la même ironie, le même regard bleu et il se tire toujours de toutes les situations, j'ai eu l'impression que le numéro d'Eli Wallach était même supérieur au sien. Il m'a accroché plus que celui des autres et je trouve qu'il a vraiment fait un numéro d'acteur qui est resté dans les annales d'ailleurs. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Il me restreint de cette vision une impression d'opéra et Luigi Magri du cinéma nous a dit que finalement la version restaurée et longue n'était jamais projetée dans les salles, qu'elle était projetée surtout dans les festivals et dans les ciné-clubs, dans les réunions d'amateurs. Et je trouve que c'est vraiment un plus de la part du cinéma Jacques Tati et de Luigi Magri d'avoir su dénicher ce trésor. Pendant que j'y suis, je voulais exprimer, puisque j'arrive à la fin du festival Terra di Cinema 2015, et je voulais exprimer tout le plaisir et toute la reconnaissance que je ressens pour l'association Parfums d'Italie, à laquelle je me suis associée tout de suite quand j'ai découvert Terra di Cinema. Et c'est quand même cette association, avec ses bénévoles, qui a installé le cinéma italien au cinéma Jacques Tati à Tremblay. Il s'arrange pour nous accompagner dans le visionnement de Terra di Cinema avec beaucoup de générosité, beaucoup de savoir-faire. Les hommes et les femmes se mettent à la cuisine quand il le faut. Ils nous viennent nous parler. Nous avons tous cette passion commune de l'Italie et probablement certainement et surtout du cinéma. Et je me suis retrouvée totalement, je me suis sentie comme chez moi et c'est certainement grâce à Parfums d'Italie. Il y a en plus, ils ont mis en place une collaboration extraordinaire avec Luigi Magri, le directeur du cinéma Jacques Tati, le cinéma Jacques Tati lui-même, puisque cette collaboration était installée même avant Luigi Magri, grâce d'ailleurs à un des fondateurs de Parfums d'Italie, qui est Raphaël Capaldi, que je salue au passage. Et il y a aussi beaucoup de gens dans cette association que je voulais remercier pour le plaisir qu'elle me donne. Eh bien, il y a Evelyne, il y a Didier, il y a Florence, il y en a beaucoup. Et bon, ils nous ont servi par exemple un repas de western spaghetti dont j'ai déjà parlé, tous avec un chapeau sur la tête. Vous les verrez sur le site qui est mis en place de Terra di Cinema Plus. Et moi, je n'avais pas de chapeau, mais j'ai vraiment apprécié. Et je souhaite que le Terra di Cinema continue le plus longtemps possible et surtout qu'il continue aussi l'année prochaine avec les mêmes possibilités. La mairie de Tremblay est suffisamment intelligente pour savoir que la culture, ça s'installe à tous les niveaux et pour tous. Et je trouve que c'est vraiment
Je suis même émue cette année d'avoir assisté à tout ça et d'avoir été, je suis très honorée d'avoir été choisie comme spectatrice privilégiée pour donner mon sentiment à la fin des films. Voilà.